Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de faire le point sur les différents textes réglementaires qui servent de base aux professionnels infirmiers afin de nourrir la réflexion éthique. J'évoquerai les 3 lois relatives aux droits des malades, puis le Code de santé publique dans lequel sont réunis les textes régissant les règles d'exercice de la profession infirmière. Enfin, j'évoquerai le Code de déontologie infirmier. Tout d'abord, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé. C'est une loi que vous connaissez bien pour l'avoir étudiée déjà Après avoir solennellement affirmé la protection de la santé comme un droit fondamental, le chapitre droits de la personne réaffirme et décline les droits essentiels de la personne malade. Le droit au respect de sa dignité, le principe de non-discrimination dans la prévention et l'accès aux soins. Exemple, la non-discrimination en raison des caractéristiques génétiques. Le droit au respect de la vie privée du malade, notion qui regroupe le respect de la confidentialité des informations le concernant ainsi que le secret professionnel. C'est l'article L. 1110-4 du Code de santé publique. Puis, le médecin se doit d'apporter des soins consciencieux et attentifs à la personne qu'il soigne. Il est reconnu au malade le droit de bénéficier en fonction de son état de santé et de l'urgence médicale des soins les plus appropriés au regard des connaissances médicales avérées. La loi renouvelle les principes issus du Code civil et déclinés par la jurisprudence des tribunaux administratifs et judiciaires concernant le droit des malades à l'information médicale, information sur l'acte et les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles. Cette information incombe à tout professionnel de santé. Respect des compétences et règles professionnelles. Il existe une dispense en cas d'urgence ou d'impossibilité d'informer. L'information concerne aussi les conditions tarifaires. Cette loi concerne aussi la règle du consentement et de la coopération aux soins. Obligation de consentement libre et éclairé avant tout acte médical ou traitement. Consentement qui est révocable à tout moment. Toute personne prend les décisions concernant sa santé en accord avec le professionnel de santé et compte tenu des informations fournies. Si il est impossible d'exprimer sa volonté, le professionnel est alors obligé de consulter la personne de confiance avant tout acte ou traitement. La loi modifie à cette fin les conditions d'accès du malade aux informations concernant sa santé et notamment les modalités d'accès au dossier médical en instaurant une possibilité d'accès direct à celui-ci. Deuxième loi, c'est la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie. Elle est issue d'une initiative parlementaire adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Elle est dite loi Leonetti et elle proscrit l'obstination déraisonnable et encadre les bonnes pratiques de limitation et d'arrêt de traitement. La prohibition de l'obstination déraisonnable répond à 2 soucis. Tout d'abord, éviter des traitements inutiles ou disproportionnés ou n'ayant d'autre objet que le maintien artificiel de la vie. Deuxième objectif est de faciliter le passage du curatif au palliatif. L'encadrement par la loi des arrêts de traitement s'applique aux malades conscients et aux malades inconscients. Le malade conscient qui n'est pas en fin de vie peut refuser un traitement. Le médecin doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d'accepter les soins indispensables et peut faire appel à un autre membre du corps médical.
Le malade doit réitérer sa demande de limitation ou d'arrêt de traitement. La décision du malade est inscrite dans le dossier médical. Je vous renvoie dans ce cadre à la loi du 4 mars 2002. D'autre part, deux obligations s'imposent aux médecins face aux malades conscients en fin de vie. Respecter sa volonté et sauvegarder la qualité de sa fin de vie en dispensant des soins palliatifs. Mais, troisième point, c'est la situation du malade inconscient en fin de vie qui a retenu le plus l'attention. Ces droits sont pris en compte à travers ces directives anticipées, l'avis de la personne de confiance et de ses proches et le déclenchement de la procédure collégiale d'arrêt de traitement. Pour ce qui est des directives anticipées, elles sont destinées à exprimer les souhaits du malade pour le cas où il serait incapable d'exprimer sa volonté. Elles sont révocables à tout moment. Elles doivent avoir été rédigées depuis moins de 3 ans. Elles figurent en tête des éléments à prendre en considération par les médecins lors des décisions d'arrêt de traitement. Les directives anticipées figurent dans le dossier médical de médecine de ville ou hospitalière du patient. Elles peuvent être également conservées par leur auteur ou par la personne de confiance. Il n'existe pas de hiérarchie entre la personne de confiance et les directives anticipées, dans la mesure où, n'étant pas contraignants, ces avis n'ont pas de portée supérieure les uns par rapport aux autres. Ces directives anticipées ont été remaniées dans la loi de 2 février 2016, dont je vous parle un peu plus tard. Pour ce qui est de la procédure d'arrêt de traitement en procédure collégiale, elle présente 3 caractéristiques. Elle repose sur une concertation qualifiée de procédure collégiale. Elle postule une décision médicale et elle est transparente. Dans les cas d'un malade inconscient, qu'il soit ou non en fin de vie, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements ne peut être prise sans qu'ait été mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager cette procédure de sa propre initiative, mais il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou à défaut de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés dès qu'a été prise la décision de mise en œuvre de la procédure collégiale. Tout d'abord, la concertation. Concernant la concertation, le médecin en charge du patient consulte un autre médecin et l'un de ces 2 praticiens peut solliciter l'avis d'un second médecin consultant. Le médecin consultant est défini comme étant un médecin qui dispose des connaissances, de l'expérience et, puisqu'il ne participe pas directement aux soins, du recul et de l'impartialité nécessaires pour apprécier la situation dans sa globalité. Il est étranger à l'équipe en charge du patient et s'il doit être compétent dans le domaine de l'affection en cause, il n'est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. La concertation implique la personne de confiance, la famille ou les proches. Elle garantit le maximum de transparence à la procédure. Elle favorise le travail de deuil ultérieur de l'entourage. La décision d'arrêt de traitement reste médicale. Ce choix du législateur s'explique par le fait qu'un transfert de responsabilité aux proches ou à la famille pourrait faire peser sur eux un fort sentiment de culpabilité et que ceci ne représente pas forcément le meilleur intérêt du patient. La transparence. Enfin, la procédure offre une garantie de transparence puisque les avis recueillis, la nature et le sens des concertations, ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. Des droits renforcés, tels le droit de refuser un soin. La volonté du malade doit être respectée sans chercher à le convaincre d'accepter les soins indispensables. Le principe du double effet. Le droit à l'apaisement de la souffrance a évolué et les traitements ayant pour effet d'abréger la vie du malade sont admis. La loi Leonetti a intégré ce principe hérité de la théologie thomiste dans le Code de la santé publique.
Il est subordonné à plusieurs conditions. Premièrement, il faut que la situation soit désespérée. Deuxièmement, que l'effet bon soit absolument nécessaire. Troisièmement, qu'il n'y ait pas d'autre solution. Et quatrièmement, tout faire pour éviter l'effet mauvais. C'est sur ces fondements qu'il a été admis que si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne consciente en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable que par l'application d'un traitement ayant pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou un proche. Deuxième loi dont je voulais vous parler, c'est la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Elle précise certains droits, tels que le refus de l'obstination déraisonnable. En premier lieu, ce refus de l'obstination déraisonnable, introduit par la loi Leonetti du 22 avril 2005, est davantage précisé à l'article L. 1110-5-1 du Code. Non seulement le médecin ne doit pas poursuivre des actes inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, mais cette nouvelle loi ajoute que le médecin ne doit pas non plus mettre en œuvre ces actes constitutifs d'une obstination déraisonnable, conformément à la volonté du patient, ou si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté à l'issue d'une procédure collégiale. Le législateur affirme aussi que la nutrition et l'hydratation artificielle sont des traitements susceptibles d'être arrêtés au titre du refus de l'obstination déraisonnable. Concernant le refus de soins, l'article L. 1111-4 modifié consacre le droit au refus de soins du malade en faisant disparaître l'obligation pour le médecin de tout mettre en œuvre pour convaincre son patient d'accepter les soins indispensables. Désormais, le médecin doit respecter la volonté exprimée par le patient après l'avoir simplement informé des conséquences et de la gravité de son choix. Enfin, concernant la personne de confiance, le rôle de cette personne de confiance s'est renforcé. Désormais, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage de la famille ou des proches. Il est précisé que la désignation de la personne de confiance est co-signée par cette dernière. Cette désignation est aujourd'hui non plus seulement révocable, mais également révisable à tout moment. Elle se fait par écrit et co-signée. Puis cette loi du 2 février 2016 crée de nouveaux droits, tels que au niveau des directives anticipées. Ces directives anticipées expriment la volonté et non plus simplement les souhaits de la personne malade concernant sa fin de vie. Toute personne majeure peut en rédiger pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Elles peuvent prévoir à l'avance les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. De plus, ces directives sont maintenant révisables et non plus simplement révocables à tout moment et par tout moyen. Si elles avaient auparavant une durée de validité de 3 ans, elles sont désormais valables sans limitation de durée. De plus, la loi prévoit que ces directives s'imposent dorénavant aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. Sauf en cas d'urgence vitale, afin d'avoir un temps suffisant pour évaluer la situation médicale, ou lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Deuxième nouveau droit, c'est le droit à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Elle a pour objectif d'éviter la souffrance du patient et l'obstination déraisonnable.
elle doit être associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Deux conditions. Tout d'abord, le patient est atteint d'une affection grave et incurable. Son pronostic vital est engagé à court terme et il présente une souffrance réfractaire au traitement. Deuxièmement, le cas du patient atteint d'une affection grave et incurable qui demande l'arrêt d'un traitement qui engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Voilà pour ces trois lois qui concernent les droits des malades. D'autres textes en lien avec la profession infirmière sont à mettre en avant dans le cas de la réflexion éthique. Tout d'abord, le Code de santé publique, où sont insérés les articles concernant l'exercice de la profession infirmière, des articles L4311-1 à L4311-29, et des articles concernant les actes professionnels qui vont du R4311-1 à R4311-15. Je ne reviens pas vraiment sur ces articles-là que vous avez pu étudier longuement en semestre 1. Je vous invite donc à revoir un peu vos cours à ce sujet. Enfin, le Code de déontologie des infirmiers, qui a été publié au journal officiel par décret du 25 novembre 2016. Il s'impose à tout infirmier effectuant un acte professionnel ainsi qu'aux étudiants en soins infirmiers. Il répond à 4 objectifs principaux, mais le premier est l'intérêt du patient, et l'on retrouve les règles relatives au secret professionnel, à la liberté d'être informé ou non sur son état de santé, au refus ou à l'interruption des soins, à l'obligation de transparence sur les tarifs, à la prise en compte du cercle familial, au devoir d'information en cas de maltraitance, etc., etc. Cela va de l'article R4312-1 à R4312-24. Il regroupe aussi des articles concernant les modalités d'exercice de la profession infirmière, de l'infirmier plutôt, et ces articles vont de R4312-32 et R4312-58. Je vous invite à les consulter et à vous en imprégner. Mais je pense que vous l'avez déjà fait, notamment au cours du semestre 1. Au niveau bibliographique, je n'ai mis que le site legifrance.fr où vous retrouverez tous ces articles-là de loi. Et je pense... Et voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention.